Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Charbel Raphaël Ségerie et je suis chercheur en intelligence artificielle. Et je suis passionné par le problème de la conscience depuis maintenant 6 ans. Et je vous propose au cours de cette présentation de résoudre le problème difficile de la conscience ensemble. Et je vous ai même préparé une pièce de théâtre en interlude de cette conférence. Donc tenez-vous bien, tenez-vous prêts. Ce sera un exposé partiel, mais qui selon moi contient la substance la plus intéressante du problème. Voilà. Donc l'histoire sera présentée chapitre par chapitre. Alors pourquoi ce format? C'est parce que je vais vous montrer des idées qui circulent, que j'ai absorbées, construire des idées dans votre cerveau pour mieux les déconstruire par la suite, jusqu'à vous donner ma position actuelle. Et je vais vous présenter l'histoire chapitre par chapitre, étant donné que je pense qu'il faut que vous suiviez avec moi la construction des idées pour mieux comprendre leur déconstruction. Nous allons donc passer successivement par une phase de pré-éveil, pendant laquelle je n'étais pas familier avec la littérature de la théorie de l'esprit en philosophie, puis un éveil au problème de la conscience, puis je vais vous présenter quelques éléments importants de la littérature scientifique sur la conscience, pour enfin passer à une phase de confusion profonde avant de résoudre le problème. Commençons par le pré-éveil, c'est-à-dire ce que je pensais avant de plonger dans le problème philosophique de la conscience. Quand j'étais en terminale, j'étais un bon élève. Et dans le cours de philosophie, je ne faisais que réciter mes connaissances pour obtenir des bonnes notes. Donc voilà, par exemple, on nous a présenté le problème, le framework de Freud sur l'inconscient, et j'ai découvert plein de vocabulaire tels que le surmoi, le ça, etc. À l'époque, je répétais, mais sans vraiment comprendre. Et à ce moment-là, j'ai appris que le mot conscience renvoyait à quelque chose de mystérieux. Mais je n'avais pas vraiment moi-même internalisé la difficulté du problème. J'étais un bon scientifique, et je me disais que la conscience est juste un phénomène qui est émergent. Ce que je veux dire par émergence, c'est que les atomes forment des molécules, qui forment des organes, qui forment le cerveau, et ce qui permet ensuite des comportements divers et variés. Mais voilà, c'est pas si mystérieux. J'étais dans la filière scientifique, et j'essayais de comprendre le monde en bon scientifique. Et j'avais l'impression simplement qu'on pouvait tout comprendre à partir des lois de la physique. Et donc, voilà, la conscience, c'est juste un phénomène émergent. Et il n'y a pas de mystère si grand que ça. Malheureusement, j'ai appris par la suite que utiliser le mot émergent n'est pas une très bonne pratique scientifique. Notamment, il y a cet article de blog de Eliezer Yudkowsky qui explique la futilité du mot émergence. Et cet article m'a convaincu que utiliser le mot émergence n'est pas une bonne pratique de manière générale. Car en fait, quand on dit qu'un phénomène est émergent, on ne décrit pas vraiment les différents sous-aspects intéressants du problème. Non, il y a beaucoup trop de problèmes qui sont émergents, et du coup, ça ne constitue pas une bonne théorie scientifique. Il faut être plus précis. Donc, nous venons de voir que je me suis progressivement convaincu que la conscience n'est pas simplement émergent. Et en parallèle à ça, je me suis rendu compte que la conscience est un phénomène très important. Par exemple, lorsqu'on entend Descartes dire « je pense, donc je suis », eh bien, mon interprétation de cette citation, c'est que c'est vraiment un phénomène qui est extrêmement important, et c'est la base finalement de notre connaissance, etc. Et donc j'ai un désir ardent de mieux comprendre qu'est-ce que tout cela veut dire. Nous en venons au chapitre 2, l'éveil au problème. Donc dans ce chapitre, je vais vous raconter comment je me suis familiarisé progressivement avec la littérature de la philosophie de l'esprit qui parle du problème de la conscience. Donc, plus je me renseignais sur le sujet, plus je le trouvais important. Et je suis tombé sur un mystère épineux. Comment se fait-il que les processus physiologiques du cerveau donnent lieu à des expériences subjectives telles que la couleur, la douleur et la pensée? Comment se fait-il que le cerveau produit des pensées à partir de simples agencements d'atomes et de molécules? Alors ce problème, c'est le problème difficile de la conscience. En anglais, c'est The Hard Problem of Consciousness. Pour décrire le défi de comprendre comment et pourquoi les états mentaux subjectifs émergent à partir de processus physiques. Et ce problème reste non résolu malgré de nombreuses avancées en neurosciences.
The hard problem. Waouh! Purée, ça m'intéresse vraiment de ouf, quoi. C'est vraiment sur ça que j'ai envie de travailler. Et à ce moment-là, je suis rentré de plus en plus dans la littérature. Alors en philosophie, on distingue deux types de conscience. Il y a la conscience d'accès, c'est-à-dire les processus par lesquels les informations dans notre esprit sont accessibles et peuvent être utilisées par des opérations cognitives. Donc, par exemple, utiliser des informations qui sont présentes dans la mémoire de court terme ou de long terme pour pouvoir, par exemple, prononcer avec une bouche ces informations. Et cette conscience d'accès que vous avez ici, eh bien, c'est souvent considéré comme plus facile à décrire que ce qu'on appelle la conscience phénoménale. Donc la conscience phénoménale, ça consiste, donc c'est les expériences subjectives. Souvent, les gens parlent de qualia. Donc, qualia, Q-A-L-I-A. Ce que cela fait d'être conscient, et cette conscience phénoménale est souvent considérée comme plus difficile à expliquer et à étudier scientifiquement, parce qu'elle est intrinsèquement subjective. Et à ce moment-là, je ne savais pas que l'existence même du problème difficile était débattue en philosophie. Au moment où j'ai rencontré ce problème difficile, j'étais informaticien, donc j'essayais de comprendre comment coder tous les phénomènes, et notamment coder le phénomène de la conscience. Et je me posais la question de quelles sont les lignes de code qu'il faut coder pour coder une conscience. J'étais fonctionnaliste, je pensais qu'on pouvait tout expliquer en termes de fonctions, de structures, qu'on peut implémenter sur un ordinateur. Cependant, la possibilité de reproduire la conscience ou les fonctions du cerveau au sein d'un ordinateur donne des résultats étonnants, même contradictoires. Les ordinateurs, en tant que machines de Turing, démontrent que la capacité de calcul n'est pas restreinte à un unique substrat physique. Ces machines de Turing, ces ordinateurs, peuvent être concrétisés via une multitude de médiums, de substrats différents. Par exemple, on peut le faire avec du silicium, c'est ce qu'on utilise dans les puces informatiques, mais pourquoi pas le faire avec d'autres matériaux, ou même avec du tissu cérébral, pourquoi pas. Mais comme exemple de machine de Turing, on pourrait imaginer des personnes qui se tiennent main dans la main. On pourrait imaginer qu'on simule le fonctionnement des 100 milliards de neurones du cerveau par 100 milliards de personnes qui se tiennent main dans la main et qui modélisent des stimulations électriques en juste bougeant un petit peu la main. Et voilà, on a un système qui simulerait comme ça le fonctionnement du cerveau. Et ce système serait alors conscient? What? Ça semble trop radical. La philosophie du fonctionnalisme, qui implique le fait qu'on puisse implémenter théoriquement ce genre d'expérience et créer ainsi une conscience phénoménale, me paraît absurde. What the fuck? C'est là que je découvre le philosophe David Chalmers, qui défend de manière rigoureuse le problème difficile. Chalmers nous dit qu'il y a un trou, un fossé explicatif entre les propriétés physiques et les propriétés mentales. Le fossé explicatif en philosophie de l'esprit est représenté par la croix ci-contre. Donc c'est la difficulté que les théories physicalistes semble avoir pour expliquer comment des propriétés physiques peuvent donner naissance à un ressenti tel que la perception d'une couleur ou d'une douleur. Par exemple, je peux dire, ok, la douleur, c'est le déclenchement des fibres de type C dans mon corps, ce qui est valide physiologiquement. Mais cela ne nous aide pas vraiment à comprendre ce que cela fait de ressentir de la douleur, même si c'est effectivement l'explication physiologique. Et je rencontre aussi Daniel Dennett, donc un autre philosophe qui m'impressionne par sa capacité à parler de plein de sujets, mais malheureusement, même s'il est pertinent sur plein de sujets, j'avais l'impression que tout ce qu'il disait sur la conscience était soit trivial, soit faux, et qu'il esquivait la question du problème difficile. Pour lui, il n'y a pas de propriété mentale à expliquer, ce qu'on appelle éliminativisme, c'est-à-dire qu'il veut éliminer l'utilisation du concept de qualia, de conscience phénoménale. Pour lui, il n'y a pas de hard problème. La science peut expliquer la conscience, il est physicaliste, c'est-à-dire il pense que tout peut s'expliquer en termes de propriétés physiques.
mais ça ne me convainc pas. Donc ici, vous pouvez voir de manière illustrée le monde selon Daniel Dennett. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de phénomène à expliquer, on peut juste, tout est physique finalement, et il n'y a pas de propriété mentale qu'il faille vraiment expliquer. Voilà, donc c'est ça l'éliminativisme. Mais moi, ça ne me satisfait pas du tout. Et je reste la personne relou qui parle du problème difficile en soirée. D'autant plus que je me dis que c'est vraiment important comme sujet. Et si les IA devenaient conscientes, ce serait vraiment la chose la plus folle de toute l'histoire. Ok. Chapitre 3. Essayons la méthode scientifique. Donc je vais vous présenter 3 méthodes. Global Workspace Theory, Integrated Information Theory, et une dernière méthode, une méthode que j'appelle la méthode des listes, et on va voir où est-ce que ça nous mène. Mais avant ça, je me suis dit que pour mieux comprendre la conscience, ce serait une bonne idée de devenir expert en intelligence artificielle. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais malheureusement, ça ne m'a rien appris sur la conscience. Et puis, après mon M2, je suis allé à Neurospin, au sud de Paris. Donc, c'est un laboratoire pour étudier le cerveau. C'est là-bas notamment que travaille Stanislas Dehaene, qui a écrit le livre Le Code de la conscience. Et j'aimerais vous montrer l'une des expériences qui est faite à Neurospin. Donc, allons-y. On va aller sur le lien ici. Ok. Alors, troisième exemple, le masquage. C'est exactement le phénomène que nous utilisons au laboratoire pour faire disparaître à volonté des chiffres, des lettres, des séquences de lettres, des mots, des images même de la conscience. Alors là, je vais basculer dans un autre programme, j'espère que ça va marcher. C'est un programme qu'on a utilisé au laboratoire. J'espère que l'écran va se mettre bien, voilà. Alors, vous devez fixer cette petite croix et vous allez voir apparaître un chiffre sur le côté de l'écran. Et ensuite, après un certain délai de blanc, vous allez voir apparaître un masque constitué de lettres qui entoure ce chiffre. D'accord ? Et on va faire varier l'intervalle entre le chiffre et les lettres, et vous allez voir ce qui se passe avec le chiffre. Alors l'intervalle ici est de 300 millisecondes, et vous voyez clairement le chiffre, puis les lettres. Essayez peut-être de nommer le chiffre pour bien l'identifier. Je crois que vous n'avez aucun mal à le voir ici. 1, 4. Alors on va raccourcir progressivement le délai, et vous allez voir que le chiffre va peut-être devenir difficile à voir. Ici, à 66 millisecondes, il est sans doute juste au seuil. Peut-être certains d'entre vous ne le voyez pas. 33 millisecondes. Est-ce que le chiffre est encore là? Non. En principe, avec un bon projecteur, ça doit marcher. C'est même difficile de croire qu'il y a encore un chiffre. Pourtant, je vous jure, le chiffre est toujours là, il n'y a pas de triche. Le chiffre apparaît sur votre rétine, mais il n'est plus dans votre conscience. Question, jusqu'où va-t-il? Pourquoi est-il interrompu avant d'accéder à la conscience? Voilà. Ok. Eh bien, cette expérience m'a beaucoup marqué. Parce que c'est la première fois que je me suis vraiment dit, ok, ici, on peut vraiment comprendre un phénomène clé du fonctionnement de la conscience. On peut vraiment, avec cette méthode dite contrastive, faire la différence entre ce qui est conscient et ce qui n'est pas conscient. Et donc, on peut vraiment étudier ça de manière scientifique. Donc, vous avez compris l'expérience. On a finalement 2 cas. Soit la durée d'apparition du chiffre est courte, et donc le signal devient subliminal, soit la durée d'apparition du signal est longue, et le signal devient conscient. Et toutes ces expériences permettent de mesurer ce qu'on appelle la conscience d'accès en utilisant le critère de rapportabilité chez les adultes. Donc chez les bébés ou les animaux, on peut utiliser d'autres critères que le critère de rapportabilité, mais le critère de rapportabilité, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de dire « j'ai vu ce chiffre » et je peux le nommer. Et on voit bien la différence entre être capable de nommer le chiffre et ne pas être capable de nommer le chiffre. Et on peut alors mesurer ce qu'on appelle les corrélats neuronaux de la conscience, qui constituent le plus petit ensemble d'événements et de structures neuronales qui s'activent de manière corrélée avec
ce que dit le sujet. Voilà. Et ce qui se passe, lorsqu'on fait ce travail en neurosciences, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à reconstruire l'histoire de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, on a le signal qui arrive ici par la rétine, au niveau de mon œil. Ensuite, on va compresser le signal via le nerf optique. Ça va arriver jusqu'aux zones au fond du cerveau, donc V1, V2, ce sont des aires visuelles. Et ensuite, soit le signal n'est pas assez fort pour remonter à l'avant du cerveau, soit le signal est suffisamment fort pour aller jusqu'à l'avant du cerveau, aller jusqu'au cortex et activer les neurones pyramidaux qui vont... Donc les neurones pyramidaux, ce sont des neurones avec de longues connexions qui permettent de relier différentes parties éloignées du cerveau. Et ensuite, boum, on a ce qu'on appelle l'ignition, et on va avoir un système qui est à peu près stable où l'information est désormais accessible à toutes les aires cérébrales. Et ce qui est très très fort avec l'expérience que je vous ai présentée tout à l'heure du masquage, c'est qu'on a vraiment deux régimes bien démarqués entre le seuil subliminal et le seuil conscient. Et c'est vraiment très fort. Et tout ça, ça a été systématisé dans ce qu'on appelle la Global Workspace Theory, donc la théorie de l'espace de travail global, notamment théorisée par Stanislas Dehaene, qui permet d'expliquer comment l'information circule dans le cerveau. Donc voilà, l'information est comme copier-coller de l'ère visuelle à l'ère du langage, et ici, on retrouve le critère de rapportabilité. Et ça, c'est incroyable, parce que du coup, on comprend comment est-ce que on peut dire « j'ai vu le signal ». Et voilà. Du coup, est-ce que finalement le problème n'est pas résolu? Si on arrive à expliquer le critère de rapportabilité, on explique une très grande partie du phénomène. Eh bien non, je ne suis toujours pas content. Je pense qu'effectivement, ça résout le problème de la conscience d'accès, mais toujours pas le problème de la conscience phénoménale. D'ailleurs, lorsque je regardais les lignes de code dans les simulations de Dehaene pour simuler l'espace de travail global, je me disais, mais non, je ne vois pas comment ces lignes de code peuvent exhiber de la conscience. Ok, il a construit une simulation, mais là, dans les lignes de code, je ne vois pas de conscience phénoménale. C'est juste des... Voilà. Il n'y a pas de choses qui me permettent de comprendre. D'ailleurs, la théorie de l'espace de travail global, c'est qu'une théorie parmi d'autres. Il y en a plein d'autres. Et voilà, donc j'ai continué ma quête des théories de la conscience, ça ne m'a pas rassasié. Alors, on va faire une deuxième théorie qui essaye finalement de formaliser mathématiquement la conscience. C'est la théorie qu'on appelle Integrated Information Theory, donc la théorie de l'information unifiée, intégrée. Et ce qu'on va faire ici, c'est partir de 5 axiomes basés sur notre expérience phénoménale et tenter de définir une métrique, entre guillemets un score de conscience, et voir ce que ça nous donne. Donc, selon IIT, donc Integrated Information Theory, pour qu'un système soit conscient, il doit être capable d'intégrer de l'information sous certaines propriétés, et la conscience est la capacité intrinsèque d'un réseau de neurones à s'influencer lui-même, déterminé par le niveau d'information intégré maximal admis par ce réseau. Bon, c'est compliqué à comprendre, on va y aller doucement. Donc, il y a 5 axiomes dans cette théorie. Voilà, intrinsic existence, composition, information, integration, exclusion. Ok. Et chacun de ces axiomes mesure une propriété sur les graphes. Donc, c'est quoi les graphes? En mathématiques, un graphe, donc déjà les graphes, ce sont des objets mathématiques qui sont constitués d'un ensemble de nœuds et d'arêtes qui relient les nœuds. Donc, par exemple, ici, on a un graphe à gauche qui a 8 nœuds, et chacun des 8 nœuds est relié aux 7 autres nœuds. C'est ce qu'on appelle un graphe complet. Et à droite, ici, on a un graphe qui est composé de... Pareil, on a 8 nœuds, mais ces nœuds ne sont pas reliés les uns avec les autres. On a 4 parties non connectées, donc, entre guillemets, le graphe n'est pas intégré. Et étant donné que l'intégration est un des critères de la conscience d'après la théorie IIT,
ben, ce système est moins conscient que le système à gauche. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, ce qu'on essaye de faire avec la IIT, c'est essayer de calculer un nombre phi. Phi, c'est un nombre qui dit si le système est plus ou moins conscient. C'est un nombre positif, entre 0 et plus l'infini, qui essaye de dire, ok, c'est conscient ou c'est pas conscient. Et ce phi est en fait, on peut simplifier, c'est une multiplication entre les 5 critères qui sont là, et chacun des 5 critères va donner une note, et à la fin, on va faire une multiplication entre ces différents critères, et ça nous donne un score. Bon, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais c'est pas trop faux de le vulgariser comme ça. Et du coup, si on a le phi, finalement, on obtient un graphe comme ceci. Donc, en abscisse à gauche, on a phi, qui est la métrique de conscience. Et maintenant qu'on a une métrique continue, entre guillemets, il faut définir un seuil entre ce qui est conscient ou non conscient. Mais cette opération de fixation de seuil est super moche mathématiquement. Et le problème, c'est que si on n'utilise pas de seuil, alors n'importe quel objet devient minimalement conscient, dans un certain sens. Et en particulier, donc là, vous voyez, donc là, je n'ai pas de seuil. Pardon, là, donc là, j'ai un seuil. Là, je n'ai pas de seuil. Si je dis qu'il n'y a pas de seuil, tout objet devient minimalement conscient. Et on obtient des incohérences parce que, par exemple, n'importe quel objet, tel qu'une carotte, deviendrait minimalement conscient. Voilà, la carotte, c'est très très contre-intuitif, quoi. Et ma compréhension du problème, c'est que si on prend cette axiomatique, du coup, on sombre, entre guillemets, dans le panpsychisme. C'est quoi le panpsychisme? Donc ici, vous avez une vue d'artiste. Le panpsychisme, c'est de dire que tout est conscient dans l'univers. Je suis conscient, tu es conscient, les choux et les carottes, tout est un peu conscient de l'univers, c'est merveilleux. Mais bon, c'est pas vraiment très satisfaisant, j'ai l'impression. Alors, un autre problème de cette théorie, c'est qu'en fait, cette théorie se mord un peu la queue. Car si on utilise... Car ici, ce qu'on fait, c'est on utilise un formalisme mathématique, hein, on parle de graphes, mais en vrai, dans la vraie vie, ce formalisme est difficile à créer. Genre, une carotte, c'est pas vraiment un graphe. Un cerveau, on peut le voir comme un graphe, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'un graphe. Il y a plein de choses qui... Enfin, vraiment, le monde est beaucoup plus compliqué, et c'est très, très réducteur de parler de graphes, finalement. Et... ouais, genre, du coup, pour moi, ça, c'est un peu une limitation majeure de cette théorie. Donc ici, ce que je dis, c'est que on utilise le formalisme des graphes, mais pour passer d'un objet au graphe, il faut un peu faire du traitement de l'information, et ce traitement de l'information est dépendant finalement d'un observateur. Et le fait que ce soit dépendant de l'observateur qui va convertir l'objet en graphe, et le graphe va être dépendant de la personne qui a fait cette construction, pour moi, ça me dit que, ok, c'est pas satisfaisant comme théorie, et c'est pas évident aussi de dire qu'est-ce qui est ou n'est pas information dans l'univers. Par exemple, lorsque j'ai un verre qui est posé sur une table, un verre transparent, la lumière passe à travers le verre, et le verre fait, entre guillemets, du traitement de l'information. Parce que le verre, c'est un filtre passe-bande de la lumière visible, et ça filtre l'ultraviolet. L'ultraviolet ne passe pas à travers un verre. Si on regardait avec des lunettes ultraviolettes un verre, ce ne serait pas transparent, ce serait opaque. Du coup, le verre est un système de traitement de l'information. Si maintenant je dis les systèmes de traitement de l'information sous certaines modalités, sous certaines conditions sont conscients, et si ensuite je prends ces systèmes de traitement de l'information, je les convertis dans le formalisme mathématique des graphes, et ensuite j'analyse avec la théorie IIT le nombre phi qui donne le score de conscience de ce graphe, j'ai l'impression que ça aboutit à des paradoxes. Ok, du coup, ça ne me satisfait pas du tout comme théorie.
Et on va passer à une troisième méthode. Alors, on a déjà vu Global Workspace Theory, on a déjà vu IIT, et je vais maintenant passer à la méthode que j'appelle la méthode des listes de critères. Pas un très bon nom de méthode, mais si vous aimez mieux, faites-moi des suggestions. Donc, ci-contre, vous avez une liste de critères de la perception de la souffrance, et notamment chez les animaux. On peut étudier les critères qui permettent de savoir si les animaux ressentent de la douleur ou pas. Mais même si c'est la méthode qu'on utilise chez les animaux, je ne trouve pas ça très satisfaisant, car j'ai l'impression que ça ne résout toujours pas le problème difficile, parce que les listes, ce n'est pas très élégant, et aucun des éléments de la liste ne permet d'expliquer ce que cela fait de ressentir de la souffrance. Hein, ici, on a des éléments qui sont abstraits, mais on ne sait pas vraiment ce que ces éléments veulent dire. On ne sait pas vraiment, je ne peux pas lire cette liste et me dire, ok, ça fait ça de ressentir de la souffrance, si j'ai jamais ressenti de la souffrance auparavant. Et du coup, je suis perdu. Il faut maintenant introduire un concept important, celui de zombie philosophique. On entend par zombie, philosophical zombie ou zombie en anglais, un être physiquement et extérieurement indiscernable d'un être conscient par son comportement comme par sa constitution physique, mais qui cependant n'a aucune conscience de son existence ou du monde, aucun ressenti ni aucun vécu personnel. Bien qu'il se comporte comme s'il éprouvait des émotions, le zombie n'en éprouve aucune, alors même que les processus biologiques et physiques qui déterminent son comportement sont ceux d'une personne qui éprouve des émotions. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'un zombie philosophique, il faut aussi introduire une autre notion, celle de l'épiphénoménalisme. Dans le contexte de la philosophie de l'esprit, l'épiphénoménalisme, c'est la thèse selon laquelle les phénomènes mentaux, croyances, désirs, émotions ou intentions, n'ont aucun pouvoir causal et ne produisent donc aucun effet sur le corps ou sur les autres phénomènes mentaux. Par exemple, ci-contre, alors vous pouvez voir qu'on a un état physique P1 qui entraîne un état mental M1, et la physique entraîne un nouveau état mental physique, P2, mais il n'y a pas de... M1 n'entraîne rien dans ME2 ou dans P2. C'est juste un épiphénoménalisme. On a les états mentaux qui existent, mais qui sont finalement indépendants et causalement indépendants de ce qui se passe dans la physique. Et finalement, quand on dit qu'il peut y avoir des zombies philosophiques, en fait, c'est comme si on disait, ok, il y a des personnes chez qui on a deux états physiques similaires. Il y a Charbel et il y a Charbel Philosophical Zombie, qui est mon clone physique. Atome par atome, c'est identique à Charbel. Mais Charbel Zombie n'a pas d'état mental, tandis que Charbel a des états mentaux. Voilà. Évidemment, du coup, les états mentaux seraient, chez Charbel, un épiphénoménalisme. Voilà, c'est quelque chose que j'ai, c'est quelque chose que mon clone, mon zombie philosophique n'a pas. Mais ok, très bien. On va faire une étude pratique de tout ça dans une pièce de théâtre. Alors, nous allons avoir un narrateur, Général Fred, Colonel Todd et Capitaine Mudd, et un scientifique. Alors, peut-être tu pourras faire le scientifique en bleu, tu pourras faire Colonel Todd et Capitaine Mudd, et tu pourras faire Général Fred, et moi je vais faire le narrateur. C'est bon? C'était clair? Est-ce que vous arrivez à lire? Très bien. Fondu enchaîné sur un groupe sérieux d'officiers militaires en uniforme, à la tête de la table,
un homme senior de forte carrure, le général Fred, prend la parole. Les rapports sont confirmés. New York a été envahi par des zombies. Encore? Mais nous avons eu une invasion de zombies il y a juste 28 jours. Ces zombies sont différents. Ce sont des zombies philosophiques. Sont-ils remplis de rage au point de mordre les gens? Perdent-ils toute capacité de raisonner? Non, ils se comportent exactement comme nous. Sauf qu'ils ne sont pas conscients. Mon Dieu. Le général Fred se déplace vers un affichage informatisé. Voici New York il y a 2 semaines. L'affichage montre des foules qui s'agitent dans les rues, des gens qui mangent dans des restaurants, un camion poubelle qui emporte les déchets. Et voici New York maintenant. L'affichage change, montrant un métro bondé, un groupe d'étudiants riant dans un parc et un couple se tenant la main au soleil. C'est pire que ce que j'imaginais. Comment pouvez-vous le dire exactement? Je n'ai jamais rien vu de si cruellement ordinaire. Un scientifique en blouse de laboratoire se lève en bout de table. La maladie zombie élimine la conscience sans modifier le cerveau de quelque manière que ce soit. Nous avons essayé de comprendre comment la maladie se transmet. Notre conclusion est que, puisque la maladie attaque les propriétés duales de la matière ordinaire, elle doit elle-même opérer en dehors de notre univers. Nous avons affaire à un virus épiphénoménologique. Êtes-vous sûr? Aussi sûr que l'on peut l'être en l'absence totale des preuves. Très bien. Compilez un rapport sur chaque phénomène épiphénoménal jamais observé. Quoi, où et qui? Je veux une liste de tout ce qui n'est pas arrivé au cours des 50 dernières années. Si le virus est phénoménal, comment savons-nous qu'il existe? De la même manière que nous savons que nous sommes conscients. Ah, d'accord. Les médecins ont-ils fait des progrès dans la recherche d'un remède épiphénoménal? Ils ont essayé tous les placebos possibles, rien à faire. Tout ce qu'ils font a un effet. Merci beaucoup. Alors, ce texte de Yudkowsky m'a convaincu que l'expérience de pensée du zombie philosophique est incohérente. Mais tout de même, je n'arrive pas à résoudre ma confusion sur la conscience. Pourquoi? Notamment à cause du papier suivant de Eric Schwitzgebel, un autre philosophe, qui nous dit « If materialism is true, the United States is probably conscious ». Ce papier nous dit que le matérialisme peut avoir des conclusions très contre-intuitives. Et notamment, le papier nous dit que si nous mettons de côté nos préjugés morphologiques à l'égard des entités réparties de manière distribuée dans l'espace, nous pouvons constater que les États-Unis possèdent tous les types de propriétés que les matérialismes ont tendance à considérer comme caractéristiques des êtres conscients. Donc ce que nous fait Eric Schwitzgebel dans ce papier, c'est qu'il liste plein de propriétés que les matérialistes disent qui sont nécessaires pour la conscience, et il nous dit, ok, regardez l'économie des États-Unis, cette économie, cette distribution semble avoir toutes les propriétés que vous dites importantes pour la conscience. Du coup, finalement, est-ce que les États-Unis ne seraient pas aussi conscients si vous mettez de côté votre biais contre les entités qui sont réparties de manière spatialement distribuée? Et je dois dire que le papier est convaincant. Il m'a vraiment donné beaucoup de doutes. Et donc j'étais coincé. On vient de faire cette pièce de théâtre qui dit, ok, considérer des phénomènes épiphénoménaux, considérer le fait que la conscience est un phénomène mental et pas simplement physique, ça paraît, on vient de le voir dans la pièce de théâtre, ça crée finalement de la confusion et ça paraît être un peu incohérent. Donc, peut-être qu'il faut mieux rester physicaliste, fonctionnaliste, et chercher les fonctions, et s'en arrêter là, vraiment rester dans la méthode scientifique. Mais, si on utilise la méthode scientifique, et qu'on essaye de trouver des critères
finalement bien rigoureux de la conscience et qu'on utilise ces critères sur les États-Unis d'Amérique, eh ben, on obtient le fait que il y a tous les critères qui sont aussi dans l'économie des États-Unis. Ce qui est totalement fou. Finalement, il n'y a pas de position qui est cohérente. Au bout d'un moment, je suis même devenu fou. Étant donné que je n'arrivais pas à expliquer la conscience, mais que je la voyais chez moi-même, et que je ne pouvais pas expliquer, peut-être que j'étais la seule conscience dans l'univers, peut-être que c'était moi-même, mon cerveau, qui générait finalement le monde réel, et peut-être que j'étais tout seul dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la position du solipsisme. Alors, est-ce que on peut regarder la petite vidéo? Ah, vous pouvez voir ici un petit gif qui illustre un petit peu la position du solipsisme. On a un cerveau, et l'univers est finalement simulé au fur et à mesure que le cerveau regarde différentes parties de l'univers. Voilà. Bon. J'ai pas cru pendant très longtemps, mais je me suis dit, ok, finalement, si plus rien n'a de sens, pourquoi pas ça, quoi. C'était marrant. Alors, est-ce qu'on peut revenir? Voilà. Ça n'a aucun sens. Peut-être que l'univers n'est généré que par ma tête. Tout est dans ma tête. Et voilà, il y a même un Reddit solipsisme, c'est rigolo. Enfin, il y a des mèmes. Ok. J'ai aussi commencé à dévorer les podcasts et les interviews, toutes plus contradictoires les unes que les autres. Notamment sur la chaîne YouTube de Robert Lawrence Kuhn, qui interviewe différents philosophes, avec différents scientifiques, avec des vues radicalement différentes au sein d'un même épisode. C'est vraiment très intéressant. Ok. Ici, j'aimerais faire un petit détour par la morale avant la résolution. La conscience, ça me semblait être important pour la morale, notamment la sentience et la valence, qui sont deux dimensions de la conscience. Notamment être capable de... Donc la valence, la sentience, c'est la propriété d'être capable de ressentir du plaisir ou de la douleur. Voilà. Ce qui est d'une manière générale plus restrictif que la conscience. Et il me semblait que voilà, cette propriété de sentience, qui est une sous-dimension de la conscience, me semblait être importante pour définir les agents moraux. Et voilà, c'est pour ça que, au bout d'un moment, je me suis dit qu'on ne comprend vraiment pas grand-chose à la conscience, et je me suis dit, ok, pourquoi pas devenir vegan, par respect finalement pour les animaux, qui me semblaient avoir des propriétés qui étaient intéressantes vis-à-vis de la sentience. Je me dis, ok, on connaît tellement rien sur la conscience que pourquoi pas devenir vegan. C'est là aussi que je suis tombé sur le blog de Brian Tomasic, qui explique notamment qu'il faut éviter de marcher sur l'herbe pour finalement minimiser la souffrance des insectes. C'est rigolo. Il a tout un blog qui essaye d'expliquer des trucs qui sont totalement contre-intuitifs. Et pourquoi pas aussi respecter les algorithmes de reinforcement learning, comme nous le disent donc l'association People for the Ethical Treatment of Reinforcement Learners. Eh bien, il faut aussi respecter les algorithmes qui sont simples, les ordinateurs portables, parce que finalement, étant donné qu'on ne comprend rien au problème de la conscience, pourquoi pas se dire que les ordinateurs portables ont un point moral. Donc prenez soin de vos ordinateurs. C'est un site qui est très rigolo. Et je compatissais aussi pas mal avec Blake Lemoine. Donc Blake Lemoine, c'était un ingénieur de Google qui disait que les modèles de langage sont conscients, et je me sentais pas beaucoup plus avancé que lui. J'étais maximalement confus, et pourtant je continuais de me documenter, notamment avec le Qualia Research Institute, qui est une organisation qui essaye de mieux comprendre la conscience via la méditation et l'étude des états psychédéliques. Chapitre 6. Doute. J'ai commencé à douter de l'existence du problème difficile. Plein de gens intelligents pensent qu'il n'y a pas de problème difficile de la conscience. C'est marrant, de nombreux philosophes ne semblent pas du tout avoir les problèmes que j'ai, ne semblent pas du tout être dans la même confusion que la mienne.
Ces nombreux philosophes sont éliminativistes. Ils pensent que finalement, euh, les animaux ne sont pas conscients, que les bébés ne sont pas conscients, et il y a même des philosophes qui pensent qu'eux-mêmes ne sont pas tout le temps, toujours conscients. Et ça me paraît très très étonnant. J'entendais beaucoup de gens dire la notion de conscience sera un jour déconstruite, de la même manière qu'on a déconstruit la notion de vie. En effet, il n'y a pas de jolie propriété qui permet de définir la vie. C'est plutôt une liste de propriétés, reproduction, évolution, survie, rester dans un état de bon fonctionnement, un état homéostatique, etc. Mais lorsqu'on essaye de trouver une propriété, l'essence de la vie, on n'y arrive pas. Aucune propriété n'est suffisante en soi. Et c'est là que je me dis, ok, ben pourquoi pas essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de voir ce qui se passe, si on essaye de dire que la conscience est une liste de propriétés. Et j'étais un peu déçu, car comme vous m'avez déjà entendu tout à l'heure, je ne trouve pas cette méthode très très élégante. Mais bon, essayons. De plus, j'ai commencé à me rappeler de la notion du zombie philosophique et à prendre la pièce de théâtre de tout à l'heure au sérieux. Notamment, je me suis posé la question de si le texte qu'on a lu sur les zombies philosophiques ne peut pas s'appliquer aussi de manière générale aux problèmes difficiles de la conscience. Une autre remarque qui m'a fait douter, c'est le fait que lorsqu'on dit « Yo, le problème de la conscience existe », et qu'ensuite on essaye de patcher ce problème, de trouver des solutions qui essayent de le résoudre, ça fait apparaître plein de théories très compliquées et différentes. Tandis que si on dit « il n'y a pas de problème difficile », eh bien finalement tout est simple. Donc regardez-moi cette image qui résume les différentes théories de la conscience. Et donc il y a plein de théories très 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 différentes. Et vous connaissez peut-être le principe de Anna Karénine. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Eh bien, je me disais que, en fait, c'est peut-être un peu la même chose avec les théories de la conscience. Une autre pièce du puzzle, c'est ce blog de Andrew Critch, Consciousness as a Conflationary Alliance Term. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience... Alors peut-être qu'il vaut mieux que je commence par dire ce qui s'est passé dans cette expérience. Il nous dit, Critch, que la conscience est un mot qui est très chargé. Lorsqu'on pose la question à différentes personnes dans la rue, pour toi c'est quoi la conscience, pour toi c'est quoi la conscience, on obtient des réponses souvent très très différentes. Les gens ne s'accordent pas sur finalement ce que veut dire la conscience, sur les différentes propriétés qui font la conscience. Mais peut-être finalement que... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Peut-être que ça veut dire que la conscience a toujours été un débat linguistique. Peut-être? Je ne sais pas. Donc voici une liste de définitions possibles rencontrées par Critch. Donc ici, il commence par nous dire que la conscience, telle que l'introspection. Des parties de mon esprit sont capables de regarder d'autres parties de mon esprit et de réfléchir à leur sujet. Ce processus est la conscience. Tous les êtres n'ont pas cela, mais moi, j'ai ça, et du coup, je le considère comme précieux. C'est ça que je considère comme étant conscient. D'autres personnes peuvent dire, non, la conscience, ce n'est pas l'introspection, c'est l'intentionnalité. Il existe un sentiment que la vie de quelqu'un a un sens, un but, et que la poursuite de ce but a une valeur évidente en soi. La conscience est une expérience profonde de cette valeur évidente, ou ce que les religions pourraient appeler l'expérience d'avoir une âme. C'est cela la conscience. Probablement que tous les êtres n'ont pas cela, et peut-être même que toutes les personnes, mais moi, définitivement, et je considère ça comme précieux. D'autres personnes peuvent dire non, la conscience, c'est comme la cohérence de l'expérience. J'ai un sentiment subjectif que mon expérience à tout moment est un tout cohérent, où chaque partie est liée ou connectable à toutes les autres parties. C'est cette intégration de l'expérience en un tout cohérent que j'appelle la conscience. Voilà, on a différentes personnes qui nous donnent chacune une définition différente, et ces personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et finalement, on peut faire plein de listes de critères.
il y a des propriétés, donc il y a des listes qui contiennent des propriétés théoriques. Donc on a vu tout à l'heure différentes propriétés théoriques. Par exemple avec le Global Workspace Theory de Stanislas Dehaene. Donc il y a ce critère d'avoir un bottleneck d'information, l'information qui converge vers un endroit et qui ensuite avec des boucles de rétroaction. Voilà. Donc ça c'est un premier critère qu'on pourrait trouver. Mais il y a aussi des propriétés comportementales, de complexité progressive, de bas niveau comme la douleur, de niveau intermédiaire comme la mémoire, l'intentionnalité et l'imagination, et de haut niveau comme le langage, la métacognition, l'introspection, la théorie de l'esprit, etc. Donc là, on peut faire plein de listes. Si je résume, on peut faire plein de listes. On a des propriétés comportementales, voilà, de différents niveaux. On a des propriétés théoriques. On en a vu quelques-unes tout à l'heure, Global Workspace Theory, mais il y en a d'autres. Et finalement, ce qui est très intéressant avec les listes, c'est qu'on peut regarder l'un des items. On peut zoomer sur l'un des items. Et si on s'intéresse à l'une de ces propriétés de manière isolée, à l'un des items de manière isolée, bah finalement, c'est plus du tout mystérieux. Par exemple, j'ai l'impression qu'on peut réimplémenter chacune de ces propriétés avec des IA. Par exemple, ici, Language Model Mostly Know What They Want, c'est un papier qui nous dit que les langages modèles ont de la métacognition. Ils savent ce qu'ils savent. On peut les entraîner pour savoir ce qu'ils savent. On peut les entraîner pour dire, ok, je sais cette chose-là avec probabilité P. Genre, ou cette chose-là, j'en suis pas sûr. Cette chose-là, j'en suis très sûr, etc. Et le langage modèle est plus ou moins calibré. C'est-à-dire que ces affirmations, lorsqu'il est plus ou moins sûr qu'une chose est vraie, ben, cette chose-là sera beaucoup plus souvent vraie que lorsqu'il dit que cette chose-là n'est pas sûre du tout. On a une calibration. Donc ça, on peut faire ce travail avec donc le travail qu'on vient de faire avec la métacognition, qui est une propriété de haut niveau. Eh bien, j'ai l'impression qu'on peut le faire avec toutes les autres propriétés. Du coup, chapitre 7. Eureka. Le problème difficile est un virus. Et certaines personnes n'ont pas le virus. Et moi, quand j'étais en soirée et que je parlais du problème difficile à d'autres personnes, j'étais entre guillemets un super propagateur d'un virus qui fait que les gens perdent beaucoup de temps sur ce problème. Pour expliquer ce virus, je vous propose de réfléchir au meta-problem of consciousness. Le meta-problème consiste à expliquer pourquoi nous pensons que la conscience pose un problème difficile, ou en d'autres termes, à expliquer pourquoi nous pensons que la conscience est difficile à expliquer. Alors, Nate Soares, un chercheur en intelligence artificielle, a donné une réponse à cette thématique-là, et je vais vous lire une simplification de sa réponse. Il ne faut pas se demander qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que les qualia. Il faut plutôt se demander quelles sont les causes cognitives qui poussent les gens à parler de conscience et de qualia. Les abstractions telles que la conscience ou les qualia pourraient s'avérer être des étiquettes pour désigner notre propre confusion. Et la quête pour élucider le mystère de la conscience ne se limite pas à définir ce terme, mais nécessite la reconstitution de la chaîne causale intégrale qui conduit certains à en parler. Et il est essentiel de saisir les raisons pour lesquelles nous prononçons le mot conscience, de comprendre pourquoi, par exemple, mes lèvres prononcent le mot conscience. Si on arrive à cartographier entièrement la chaîne causale qui fait que je prononce les mots conscience, eh bien, on peut beaucoup mieux comprendre ce problème. Et là, c'est ma position. Je soutiens que lorsque on arrive à énumérer tous les éléments qui font qu'on prononce ce mot et qu'on en parle, eh bien, le problème disparaît.
En démêlant la complexité, il est possible de redéfinir des notions telles que qualia et de conscience, et c'est un peu la même chose que le terme chaleur. Le terme chaleur, il est perçu de manière différente par un physicien et par un non-spécialiste. Et une fois qu'on fait ce travail, une fois qu'on a compris vraiment physiquement c'est quoi la notion vraiment physique de chaleur, c'est-à-dire des molécules qui bougent plus ou moins vite, avec plus ou moins d'énergie thermique, et ensuite d'évolution de cette énergie thermique, etc., au cours du temps, eh bien, on a une bien meilleure compréhension de c'est quoi la chaleur. Eh bien, je pense qu'on peut faire ce même travail avec la notion de conscience. Si à la place de donner juste un mot, conscience, on essaye de regarder quels sont tous les sous-éléments, toutes les sous-dimensions qui font que ce mot est construit, ce mot se construit, eh bien, on comprend beaucoup plus finement les processus cognitifs à l'œuvre. Les processus cognitifs à l'œuvre. Et ce que j'affirme, c'est que après avoir fait cette analyse de toutes les sous-dimensions de la conscience, eh bien, on peut reconstruire une notion de conscience, de qualia, de conscience phénoménologique, mais qui est nouvelle et qui est moins confuse que ce qu'on avait auparavant. Et j'ai l'impression que dans ce processus de destruction et de reconstruction, il y a une étape qui est super importante, qui est la création d'une liste. Il faut lister toutes les sous-dimensions qui paraissent importantes. Et il faut regarder l'entièreté du chemin causal qui fait que les gens, à la fin, en viennent à parler du mot conscience. Et en viennent à parler du mot problème difficile de la conscience. Si j'arrive à reconstituer l'entièreté du chemin causal qui fait que mes lèvres parlent du problème difficile de la conscience, eh bien, il n'y a plus de confusion à avoir. Je peux tout expliquer de manière finalement mécanique. Alors, je vais essayer de donner plusieurs exemples pour essayer d'illustrer ce que je viens de dire de manière assez abstraite. Donc, premier exemple, imaginez un enfant qui croit que les fantômes hantent sa maison. Chaque soir, avant de dormir, malgré le fait qu'il soit assez grand pour comprendre rationnellement que les fantômes n'existent pas, bien qu'il sache que tout peut être expliqué sans recourir à l'idée de fantômes, il ressent néanmoins leur présence. Il a vraiment peur. On pourrait dire qu'en fait, il y a un neurone dans son cerveau qui s'active intensément, et ce neurone est associé à la notion de fantôme. Ce neurone, ensuite, lui donne la chair de poule, etc. Et en grandissant, l'enfant commence peu à peu à se convaincre que les fantômes n'existent pas, et en adoptant une approche plus rationnelle du monde, progressivement, si l'enfant arrête progressivement d'utiliser le neurone du fantôme va se résorber, va cesser d'être stimulé, va commencer à s'atrophier, et l'enfant, plus tard, quand il va grandir, n'aura plus peur du noir. Et bien, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène qui est un peu similaire avec le problème difficile de la conscience. Il existe dans le cerveau un neurone lié à l'idée d'un monde dualiste, un monde divisé entre la matière et la pensée, un monde avec un problème difficile de la conscience, un monde avec un fossé conceptuel énorme. Mais ce cadre de pensée, je pense, ne mène nulle part. Et il est nécessaire de choisir délibérément de ne plus réfléchir dans ce cadre-là conceptuel pour que le neurone ou les conceptions, enfin les réseaux de neurones qui sont associés à ce genre de monde, de représentation, s'estompent et fassent disparaître la confusion. De la même manière que l'enfant qui pensait qu'il y avait un fantôme abandonne le neurone du fantôme et soit plus tranquille. Ça, c'était la première explication. Deuxième tentative d'explication. Cette fois-ci, on va passer par le machine learning. Je pense qu'il y a un algorithme qui est très très important en machine learning qui s'appelle l'algorithme de clustering. Là, vous pouvez voir un nuage de points, 2 nuages de points, 3 nuages de points. Et il y a un domaine du machine learning qui permet, à partir de juste la structure des différents nuages de points, de clusteriser tous ces points en différents nuages. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on donne à un algorithme la position sur l'axe X et Y de tous les points, et ensuite l'algorithme va dire, ok, on a ici 3 clusters, ou 2 clusters, ou 1 cluster, ou plein de clusters.
Ça, c'est l'algorithme de clustering. Parfois, il est facile de déterminer quels sont les différents clusters. Par exemple, sur l'image ici, clairement, il y a 3 clusters. Mais parfois, c'est beaucoup plus difficile. Mince. Par exemple, alors, bon, c'est raté, mais sur l'image ici, c'est beaucoup plus difficile de dire il y a combien de clusters. Si je demande dans l'assemblée, ok, qui pense qu'il y a un cluster, ou 2 clusters, ou 3 clusters, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire, ah ben, je sais pas trop, enfin, ok, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ok. Bon. Si, en fait, finalement, le clustering, ça dépend d'un algorithme, et cet algorithme est un peu arbitraire. Il n'y a pas d'algorithme unique qui résout tous les problèmes de clustering. C'est vraiment un problème qui n'est pas résolu en machine learning, mais en vrai, enfin, c'est parce qu'il n'y a pas unicité, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une manière rigoureuse de poser l'unicité de ce problème. Donc il s'avère ici qu'on a un algorithme qui va dire qu'il y a 3 clusters, mais vous voyez que c'est vraiment très arbitraire, quoi. On aurait pu choisir qu'il y avait un seul cluster, ou 50, ou un par point, ou je ne sais quoi. Une fois qu'on a fait ce travail, on dit qu'il y a un cluster ici, un cluster ici, un cluster ici, on peut leur donner des noms. Par exemple, je peux dire, ah, le cluster qui est en haut à droite, je vais dire que c'est le cluster nord. Le cluster ici, je vais dire que c'est le cluster sud. Le cluster là-bas, je vais dire que c'est l'est ou l'ouest. Ok, je peux donner des noms, des labels à ces différents clusters. C'est comme ça que les êtres humains ont évolué le langage. Le langage, ce sont des choses qui sont un peu éparses. Et ensuite, on va clusteriser ces différents phénomènes et on va dire, ah, toutes ces choses, c'est des arbres. Toutes ces choses, c'est des réflexes. Toutes ces choses, c'est des chaises. Toutes ces choses, c'est de la mémoire. Toutes ces choses, c'est de la conscience, etc. On peut donner des noms aux choses, mais finalement, intrinsèquement, ce qui se passe, c'est que on voit des différents phénomènes, on les clusterise dans le cerveau, différents neurones vont réagir à différents clusters. Par exemple, dans le cluster ici, violet, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va avoir un neurone qui sera associé à chacun. Quand ce point seront activés, il va y avoir un autre neurone qui sera activé, qui va dire « Ah, ça, c'est le cluster violet ». De même pour les autres clusters. Ok. Donc là, je vous montre un petit peu différents algorithmes de clustering. On a différents nuages de points et différents algorithmes de clustering. Et différents algorithmes de clustering ne vont pas forcément donner les mêmes réponses. Voilà. Par exemple, ici, on a l'algorithme Bob. Ici, on a l'algorithme Alice. Là, quand je dis que Bob, Alice, machin, c'est qu'en fait, chacun des algorithmes, ou chacune des personnes, chacun des individus, chacune des personnes dans la rue que tout à l'heure Andrew Critch allait interroger, n'a pas finalement les mêmes représentations du monde. Et on le voit très bien ici avec du machine learning. Du coup, c'est la fin de cette... Du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec la conscience, on a différentes capacités, plus ou moins bas niveau, plus ou moins haut niveau. Par exemple, au bas niveau, on a voilà, des sensations basiques, somatosensorielles, disgust, être capable d'utiliser sa voix, être capable de faire des gestes, etc. Ensuite, on va monter plus ou moins, enfin, de plus en plus haut dans l'abstraction. Donc voilà, avoir, être capable de dessiner, etc. Être capable de reconnaître les visages, faire des mathématiques, avoir de la mémoire, l'imagination, le langage, les concepts, les noms, le raisonnement, etc. On va avoir une échelle de différentes capacités. Et ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va donner des noms à choses. On a différents points ici, et ensuite, il faut clusteriser ces points. Chacun de ces points ici, c'est des capacités différentes. Et ensuite, on va dire, ok, c'est quoi le cluster qui correspond à la conscience? Et ici, le problème, vous voyez qu'il est totalement... C'est pas très bien défini, quoi. Il y a des gens qui vont dire, ok, la conscience, c'est juste ça. Et ils vont faire un cercle ici, et vont dire, c'est ça la conscience. Il y a d'autres gens qui vont dire, non, ton cluster, il est pas cool. Moi, mon cluster, c'est ça. Et c'est ça la conscience. Ensuite, il y a des gens qui vont dire, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la sentience. Ils vont dire, ok, on va faire un cercle ici, et on va dire, c'est ça la sentience. Et voilà, donc les gens vont s'intéresser à plus ou moins différentes capacités. Et
vont nommer de manière différente les différents clusters, mais vous voyez que ici, finalement, le problème n'est pas très bien posé, et que, finalement, on choisit les clusters qu'on veut, on peut nommer les choses qu'on veut, mais la vraie chose qui importe, finalement, c'est plus à quoi ressemble le territoire, à quoi ressemblent les différentes capacités qui sont sous-jacentes, et essayer d'être plus précis sur les différentes... finalement, enfin, ce qui compte, c'est pas tant comment est-ce qu'on nomme les choses, mais c'est plus les phénomènes sous-jacents. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup. Une image qui a été trouvée par Chris Olah lorsqu'il étudie les circuits dans les réseaux de neurones de reconnaissance d'images. Ce qu'il trouve, Chris Olah, c'est que le neurone de la voiture, en fait, dans un réseau de neurones, en fait, il est relié à 3 neurones qui sont plus bas niveau que le neurone de la voiture. Pour ce classifier d'image, une voiture, en fait, c'est une vitre, une carrosserie et des roues qui sont chacun respectivement en haut, au milieu et en bas. Donc ici, vous voyez des filtres de convolution. Bon, c'est des choses techniques, bon, peu importe, mais en gros, on a 3 neurones, et lorsque les 3 neurones sont activés, le neurone de la voiture s'active. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que le réseau de neurones fonctionne pour de la vision. Bon, évidemment, c'est une simplification, mais bon, en vrai, c'est pas totalement faux de réfléchir à ce genre de choses de cette manière-là. Et pourquoi est-ce que je parle de ce genre de choses? Ben, évidemment, parce que dans vos cerveaux, il y a aussi des réseaux de neurones, il y a aussi des neurones. Et du coup, il y a un algorithme qui permet de dire qu'est-ce qui est conscient et à partir de quand c'est conscient ou pas. Et peut-être que votre algorithme à vous, c'est OK, il y a de la mémoire, du langage ou du raisonnement, et boum, quand il y a ça, c'est conscient. Ou peut-être que c'est un algorithme qui est totalement différent. Par exemple, lorsque on blesse un chien, il a un réflexe, et du coup, ici, vous pouvez substituer langage par réflexe, etc. Et ça vous donne une autre notion de conscience. Mais finalement, la notion de conscience, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de votre apprentissage, vous avez vu le mot conscience, et le mot conscience, vous l'avez vu associé à différentes choses. Et ensuite, ce qui s'est passé dans votre cerveau, c'est que ces différentes choses, avec le mot conscience, les neurones se sont assemblés les uns avec les autres. Cet assemblage est différent d'une personne à une autre, et c'est pour ça qu'ensuite, différentes personnes vont associer le neurone conscience avec différentes propriétés. Et ce que je suis en train de dire là, ça s'applique au mot conscience, ça s'applique au mot sentience, ça s'applique à plein d'autres choses. Chapitre 8. Sentience digitale. On va voir comment aborder la question de la sentience digitale avec ce nouveau prisme du métaproblème. Donc je répète, le métaproblème, c'est être capable d'expliquer pourquoi les IA parleraient de conscience. Alors, il y a un problème dans la conscience digitale qui s'appelle le gaming problem. En fait, on peut avoir des faux positifs, c'est-à-dire que les IA peuvent parler de conscience, mais ne faire que les perroquets. Vu que les IA ont vu des humains parler de conscience, une IA telle que ChatGPT, on peut lui demander « Ok, est-ce que tu peux me faire une dissertation sur la conscience ?» L'IA va le faire, mais finalement, on ne sait pas si l'IA est consciente ou pas. Heureusement, il y a une solution pour contrer ce problème. Et voici la solution. On va simuler des IA qui parlent de philosophie dans une simulation. Les IA dans la simulation, initialement, ne savent pas ce que c'est que la conscience. On a filtré tout ce qui parle de conscience dans la donnée d'entraînement. Et ensuite, on va regarder si les IA philosophes commencent à inventer la notion de hard problem au bout d'un moment dans la simulation. Et si ça se produit, eh ben, ce serait un gros signe que les IA dans la simulation sont conscientes. Et j'affirme que cette procédure crée beaucoup de faux négatifs, mais aucun faux positif. Et j'affirme que cette expérience résoudrait le hard problem, car on pourrait regarder l'historique des IA, de leur apprentissage, de comment elles ont appris, regarder les différents logs, donc les fichiers logs en informatique, c'est ce qui donne un peu le détail des calculs,
et l'entièreté de l'histoire causale d'une IA qui, à partir de rien, en vient à inventer la notion de hard problem of consciousness et à prononcer ces mots. De plus, j'affirme qu'on peut créer une simulation avec des langages modèles qui vont jusqu'à se poser des questions de problèmes difficiles de la conscience, même si je ne vais pas justifier cette claim technique ici. On peut créer une simulation avec des LLM qui vont jusqu'à se poser la question du problème difficile de la conscience, et donc voici ma position. Je suis illusionniste, éliminativiste, je pense que le hard problem est un virus, et j'espère que cette présentation pourra faire l'office d'un vaccin et vous faire gagner du temps. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'ailleurs pour la présentation, je la trouve très claire. Modulo Lobier, que je suis un peu familier avec certains aspects déjà de ça. N'hésitez pas à parler plus fort. Ok. Je peux mettre aussi le micro plus proche. En fait, là, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est plus pour résumer, pour savoir si j'ai bien saisi le point principal de ce que tu as présenté. Si je comprends bien, si je redis du coup ce que tu as dit à ma façon, et en la déformant probablement, l'idée c'est que l'idée de base qu'on doit se poser, c'est en fait, nous on prononce quelque chose, et quel est l'algorithme cognitif derrière qui fait qu'on prononce quelque chose. Et c'est plutôt ça la première question qu'on doit se poser, plutôt que de se poser est-ce que cette chose-là qu'on prononce existe, ou est-ce qu'elle a une nature Exactement. Okay. Par exemple, pour la notion de vie, les gens se posent la question de c'est quoi la vie. En fait, il n'y a rien qui est vivant ou pas vivant. Enfin, il n'y a pas d'essence de la vie. Et il faut essayer de décomposer vie en différentes propriétés. On essaye d'en trouver une qui est plus essentielle que d'autres, mais en fait, on n'y arrive pas. Donc en fait, plutôt que parler du vivant et de se chamailler entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant, est-ce qu'un virus c'est vivant ou pas, on sait qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce sont juste des structures qui s'autorépliquent, etc., qui font des gigastructures, etc. Et se poser la question de ok, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant, c'est pas si intéressant que ça quand on a vraiment compris le fond des choses. Et je pense qu'il y a un phénomène qui est très similaire avec la conscience. Je pense qu'il y a un phénomène qui est très phénomène. Ouais. Exactement. Du coup, ce qui arrive justement je trouve que le parallèle avec le clustering, je le trouve vraiment très bien. Parce que l'idée de base, c'est qu'au final, c'est des mots qu'on prononce, et ces mots-là, ça veut dire quoi ces mots qu'on prononce? On délimite des choses qui existent. Ouais. Et du coup, la délimitation va dépendre de notre objectif, parce qu'on délimite, lorsqu'on catégorise, on catégorise avec peut-être un objectif implicite. C'est peut-être, dans le cerveau, c'est peut-être de manière technique, c'est peut-être de l'apprentissage non supervisé aussi. Ouais. Mais bon, ça c'est technique. Okay. Oui. Parce que si je fais de l'apprentissage non supervisé, il y a une métrique aussi derrière. C'est vrai qu'il y a aussi une métrique derrière. C'est quelque part, il y a un objectif toujours. Peut-être. Ouais, ok. Et du coup, oui. Donc, l'essentiel, c'est de savoir quel est ce chemin, quel est cet algorithme cognitif. Et en fait, si on arrive à retracer ce cheminement, il n'y a plus rien à se dire parce que... C'est ce que je disais tout à l'heure avec le metaproblem of consciousness. Ouais. Si on part de rien et qu'on arrive à avoir jusqu'à un organisme qui pose la question de c'est quoi le problème difficile de la conscience, l'organisme qui parle du problème difficile de la conscience, qui a tout découvert par lui-même, qui a fait toute l'histoire de la philosophie dans sa tête, finalement, entre guillemets, on ne peut pas dire qu'il n'est pas conscient. Il est au même niveau que les philosophes, au moins. Non, voilà. Et du coup, si on regarde au cours du chemin toutes les différentes étapes qui font qu'il va jusqu'à parler du problème difficile de la conscience, si on comprend chacune des étapes, il n'y a plus grand-chose à expliquer. Et ces différentes étapes sur le chemin causal, en fait, on peut les comprendre. C'est ce que j'ai mis ici. C'est les différentes étapes qui existent. Elles sont là. On part de choses qui sont au bas niveau et on va monter progressivement avec des concepts qui sont de plus en plus haut niveau. Et la personne, une fois qu'elle arrive à des hauts niveaux, elle va commencer à faire de la philosophie, elle va commencer à voir que les gens parlent du problème difficile de la conscience, elle va commencer à voir les différentes
manières de voir le monde. Il y a une manière de voir le monde qui est éliminativiste, qui dit juste ah ok, on a le monde matériel et le monde c'est tout. Il y a le monde avec David Chalmers qui pense qu'il y a des phénomènes mentaux et ensuite il va y avoir dans la tête de la personne, du philosophe qui essaye de tout apprendre, des neurones qui s'activent, une structure neuronale qui fait qu'ensuite la personne pense qu'il y a un monde mental, mais de la même manière qu'il y a une personne, un enfant qui apprend l'existence des fantômes et qui va avoir un neurone qui se développe pour les fantômes et qui va s'activer avant de dormir le soir, c'est le même phénomène. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée le problème, c'est comme ça qu'on crée le virus, d'une certaine manière. Du coup, il y a juste un point qui apparaît dans ma conscience là, mais je ne sais pas ce que j'en fais, donc je vais juste le dire. Est-ce qu'il n'y a pas l'hypothèse de causalité, justement, dans tout ce qu'on dit? C'est vague ce que je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas l'hypothèse de causalité, notamment parce que je pense à d'autres théories qui, je pense, ne sont pas forcément très prises au sérieux, comme de Penrose. Ouais, Penrose. J'étais fan de sa théorie à Penrose. Je l'ai même quasiment redécouverte par moi-même. C'est un petit flex que je peux faire. Ouais, donc la théorie de Penrose, déjà peut-être, donc, pour récapituler, c'est la théorie qui dit que la conscience n'est pas un calcul physique, c'est quelque chose qui est plus quantique. Et quand on a le fait qu'on est vraiment conscient, qu'on a une intégration et que lorsqu'on ouvre les yeux, on voit tout en un seul champ, tout qui est réuni comme ça, ça nécessite des algorithmes qui ne sont pas implémentables juste de manière classique, avec la physique classique. Il faut qu'il y ait finalement une cohérence dans le cerveau qui se fasse. Bon, ça, du coup, ça nécessite des calculs parallèles avec de la quantique, bon, voilà, pour les détails. Mais... Ouais. Et du coup, juste le lien avec ça, c'est que je me pose la question s'il n'y a pas une première hypothèse qu'on n'est pas dans un régime quantique et que la causalité elle est claire dans ce sens-là. Yes. Effectivement, lorsque je dis qu'il faut reconstituer le chemin causal, pour moi, qu'on le fasse avec ou sans quantique, c'est pas très grave. Effectivement, s'il y a des phénomènes qui sont quantiques à l'œuvre, je suis agnostique de s'il y a du quantique ou pas, disons. Parce que par exemple, la photosynthèse, ça utilise des phénomènes quantiques, et ça fait qu'à la fin, la feuille capte de l'oxygène. Il y a eu un phénomène quantique à l'œuvre. Il y aurait pu ne pas avoir de phénomène quantique à l'œuvre. Ok. Je ne sais pas exactement comment fonctionne le cerveau. J'ai une idée de comment fonctionne le cerveau quand je fais un peu d'interprétabilité des réseaux de neurones en machine learning. Je vois des neurones et on peut donner un sens à certains neurones. C'est par exemple ce que fait Chris Olah ici avec l'expérience des neurones de la voiture, etc. Moi, j'ai l'impression que le cerveau, personnellement, donc ma position actuellement, c'est que j'ai pas l'impression que le cerveau a vraiment besoin d'algorithmes quantiques. Je peux être surpris, peut-être qu'il y a vraiment des algorithmes quantiques. J'ai l'impression qu'on simplement, avec du codage par neurone ou par population de neurones, on peut reconstituer un sens aux différentes fonctions cérébrales, aux différents neurones, et faire un peu ce même schéma, mais genre de manière généralisée dans le cerveau, à d'autres concepts. Et du coup, si dans l'histoire causale, qui est nécessaire jusqu'au moment où la personne prononce les mots hard problem of consciousness, il y a eu des phénomènes quantiques, très bien. S'il n'y en a pas eu, très bien aussi. Je pense que dans tous les cas, on va quand même avoir, au bout d'un moment, besoin de passer par les différentes étapes qui sont là, jusqu'à la personne soit capable de raisonner, d'avoir de la métacognition, de faire de la philosophie. Donc j'ai l'impression que même s'il y a peut-être des phénomènes quantiques qui sont ici ou là, au bout d'un moment, il faudra quand même passer à des concepts un peu plus de haut niveau. Et j'ai l'impression que c'est pas mal important de faire le chemin qui est ici sur la pyramide, entre guillemets. Ok, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, là, on est en train de décrire des phénomènes qu'on voit, qui sont qu'on prononce le mot conscience, etc. Et donc, que ça vienne à un certain très bas niveau de wave collapse ou pas, quelque chose de quantique ou pas. De toute façon, on va parler plus de ce chemin et c'est ça qu'on va rapporter à la définition à ces liens-là.
Exactement. Je pense que ce qui est plus important, c'est regarder les différents sous-éléments qui font qu'ensuite on prononce le mot problème difficile de la conscience. Et je pense qu'une manière de savoir s'il y a du quantique ou pas, c'est de faire l'expérience que j'ai donnée à la fin. L'expérience que j'ai donnée à la fin avec, on prend une simulation avec un robot qui ne connaît rien, mais qui essaye de reconstruire la philosophie à lui tout seul, et qu'à la fin on vient à se poser des questions sur la philosophie de la conscience. Si ça arrivait, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de quantique. Parce qu'on sait comment, genre, les réseaux de neurones n'ont pas besoin de quantique. Donc si on a un robot qui fait tout ça, je pense que ce serait vraiment très très... Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que ce serait très très indicateur de la conscience du robot qui est capable de se poser des questions philosophiquement très avancées. Et j'ai l'impression aussi que ça impliquerait, entre guillemets, de manière assez forte, l'éliminativiste en termes de conception philosophique de la conscience. Un autre élément qui je pense est important, c'est que cette expérience-là, du robot qui part de rien et qui va jusqu'à se poser des questions sur la conscience, je pense que c'est possible. Donc, on n'a pas encore les outils aujourd'hui, mais mon intuition de quelqu'un qui fait de l'intelligence artificielle, c'est que c'est conceptuellement probable qu'on puisse faire cette expérience dans 20 ans. Pas aujourd'hui, mais dans 20 ans, je pense que c'est possible. Il faut beaucoup de travail pour justifier ce que je viens de dire là, mais c'est mon intuition. Alors, juste un point qui revient là, quand je pense à ça. Est-ce que ça élimine... ça revient du coup au problème de zombie philosophique et au fait que les états mentaux, ils ne sont pas... Enfin, dans ce cadre-là, qui ne causent pas les états physiques, selon ce modèle-là. Là, est-ce que ce qu'on dit, c'est que en fait, ça n'a plus de sens de parler de ça, parce que tout ça, ça reste des états qui sont les mêmes. De la même nature. Moi j'ai l'impression que ça n'a pas trop de sens de parler de zombies philosophiques. Ouais. Si, juste, il faut parler des choses il faut parler des phénomènes qui sont plus bas niveau. Et ensuite, on peut parler de conscience, on peut se mettre d'accord sur c'est quoi la conscience, mais du coup, il faut qu'on soit explicite sur de quel cercle on parle ici, de quel cercle on parle ici. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la terminologie, on peut, il n'y a pas de mal à donner un mot à un groupe de mots, c'est tout à fait naturel, les gens font tout à fait ça. Il n'y a pas de mal à dire ah la conscience c'est ça, ah la conscience ah la vie c'est ça, ah la vie c'est ça. Je ne suis pas en mode ok, la vie, il n'y a pas une propriété plus importante que les autres, du coup ça ne sert à rien d'utiliser le mot vie et de rayer du dictionnaire toutes les occurrences du mot vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense qu'on peut reconstruire le mot conscience, mais il faut le faire de manière propre. De manière propre, c'est de regarder la pyramide et de dire ok, où est-ce que moi je mets la conscience et une fois qu'on a fait ça, ok. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur c'est ça la conscience, il ne faut pas commencer à se chamailler sur est-ce que ce qui est au bord de trucs est conscient ou pas. Ça n'a pas trop de sens. De la même manière que les virus, pour moi, se chamailler sur dire est-ce que les virus c'est vivant ou pas vivant, c'est pas une question qui m'intéresse. Ouais. Mais moi j'ai l'impression que une façon de résoudre, enfin peut-être de résoudre un peu ça, c'était d'essayer d'en faire une théorie prédictive, de dire bon voilà, quelque chose qui est... Si on sait que quelque chose est conscient, alors on peut prédire ça, des choses dans le ça, et du coup ça fait quelque chose qu'on peut tester empiriquement. Par exemple là en gros, on pourrait regarder typiquement l'expérience sur les robots, on peut regarder toutes les théories de la conscience qu'on a et se dire qu'est-ce qu'elles prédisent de ce qui va se passer dans cette expérience. Et par exemple, si je comprends bien, par exemple, si on est dualiste, on va se dire qu'ils ne vont jamais parler de problèmes difficiles de la conscience. Ou alors il faut trouver une autre application, parce qu'on va dire que c'est des IA et donc elles ne sont pas partie duale. Ok. Donc la méthode prédictive, c'est bien. C'est comme ça qu'on fait de la science, généralement. On cherche une théorie et on voit si elle fait des prédictions. C'est très bien.
Le truc qui fait que je pense que ça va pas fonctionner, c'est que j'ai l'impression que les théories de la conscience actuellement, telles que Global Workspace Theory ou ITT ou des choses comme ça, ne s'intéressent pas aux bonnes abstractions, ne s'intéressent pas finalement aux bons phénomènes. J'ai l'impression que si je reviens, donc la méthode des listes, voilà, c'est là. Donc tout à l'heure j'ai proposé plein de listes, plein de finalement théorie de la conscience. Hein. Peut-être que la conscience c'est juste ça, ou ça, ou ça, ou tout ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou une combinaison de tout ça. Genre, tout ça c'est plein de théories de la conscience. Donc, peut-être que la conscience c'est Global Workspace Theory, ou un autre truc, Ok. Mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne manière de réfléchir au problème. J'ai l'impression que les trucs qui sont là sont pas trop explicatifs de ce qui m'intéresse. Enfin, sont explicatifs, mais c'est pas la bonne manière de réfléchir au problème. La bonne manière de réfléchir au problème, j'ai l'impression que ça reste genre la fin de ce que j'ai expliqué ici. Donc on a genre on donne des noms à différents phénomènes et ensuite voilà cette classe de phénomènes, je vais leur donner un nom et etc. J'ai l'impression que c'est bon, bah, peut-être que je me trompe hein, donc, évidemment hein, mais d'ailleurs aujourd'hui pour information nous sommes le 1er avril pour ceux qui visualisent cette vidéo dans le futur. Donc, je n'aurais pas osé faire cette présentation un autre jour. Mais disons que prenons une Global Workspace Theory avec l'expérience du robot. J'ai pas l'impression que malheureusement Global Workspace Theory permet de faire une prédiction sur notre robot. Tu vois vraiment, c'est trop centré sur le cerveau ce truc-là pour faire une vraie prédiction. Recurrent Processing Theory, ça pourrait faire une prédiction un peu aussi, genre ça pourrait dire par exemple, s'il n'y a pas de processus récurrent dans le réseau neuronal du robot, et ben le robot ne va jamais pouvoir aller jusqu'à prononcer les mots hard problem of consciousness. Ce serait ça la prédiction que ferait cette théorie. Ici, Computational Higher Order Theory, bon, c'est trop compliqué, je ne vais pas faire ça. Les schémas d'attention, c'est... Ouais, genre. Bon, si je devais résumer, je dirais que on peut essayer de faire des prédictions avec cette théorie, mais ces prédictions sont pas très solides, je dirais. Enfin, les s'appliquent sont très très focalisées sur expliquer ce qui se passe dans le cerveau des hommes, mais pas trop de ce qui se passerait dans un réseau de neurones artificiels. Bon. Du coup, ma manière de réfléchir au problème, c'est par exemple, lorsque Blake Lemoine il se pose la question de qu'est-ce qui est conscient, est-ce qu'un LLM c'est conscient ou pas, je pense que c'est pas la bonne manière de réfléchir au problème. Plutôt que de faire ça, il vaut mieux regarder ici où est-ce qu'on en est. Est-ce que le LLM il a la capacité de métacognition ou pas? Genre ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer. On peut juste mesurer la métacognition. Est-ce que le LLM il est calibré sur ce qu'il est en train de dire ou pas? Ok. Ensuite, on peut vérifier est-ce que le LLM est capable de parler avec de langage. La réponse est oui. Est-ce que le LLM il est capable de faire des mathématiques? Plus ou moins. Est-ce que le LLM il est capable de reconnaître les visages? Non. Voilà. Du coup, en fait, c'est compliqué les intelligences artificielles parce que en fait, c'est pas du tout comme les humains où en fait on a toutes ces choses-là sont tout le temps stimulées avec le reste. Genre, on a l'entièreté de la pyramide. Pour les LLM, c'est beaucoup plus compliqué. On a ce mot, mais on n'a pas les autres. Il y a plein de trous dans la pyramide. Et du coup, c'est très 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 différent. Genre, c'est beaucoup trop radicalement différent de la conscience qu'on détermine.
enfin, du cercle qu'on a ici, quoi, d'un cercle qui serait là. C'est vraiment très 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 différent. Du coup, j'ai l'impression que on est un peu dans le cas du virus, finalement. Et on se pose des questions, j'ai entre un peu la frontière de comment est-ce qu'on définit les choses. Mais du coup, je pense que c'est pas une question très, très intéressante, quoi. Est-ce qu'il faudra éliminer ce terme du coup? Bah, c'est compliqué. Je pense que avec des IA qui, dans le futur, deviennent plus autonomes et ont une mémoire de long terme, j'ai l'impression qu'on peut reconstruire beaucoup d'éléments de la pyramide. Donc j'ai l'impression que la notion de conscience peut réapparaître pour ces IA qui sont autonomes avec une mémoire de long terme et qui sont capables de faire des actions compliquées, etc. Pour les IA qu'on a actuellement, qui n'ont pas de mémoire long terme et qui sont simplement unimodales et qui n'ont pas besoin de faire évoluer des mécanismes de dégoût ou de souffrance ou de plaisir, parce que juste les LLM, on ne les entraîne pas du tout pour ça, on ne les entraîne pas pour survivre. Enfin, les humains ont des mécanismes tels que la souffrance qui leur permettent d'éviter de se juste prendre un couteau et de se couper la main, etc. Mais un LLM, il n'a pas ce genre de mécanisme, juste il fait une prédiction du mot suivant. Mais dans le futur, si on crée des robots dans le futur, et ces robots, ils coûtent cher, et le robot, il va avoir des mécanismes automatiques de réflexe pour que s'il y a quelque chose qui coupe une partie du robot, il enlève la main. De la même manière qu'il y a des réflexes chez les êtres humains. C'est quelque chose qui paraît naturel. Et donc à ce moment-là, chez ce genre de robot, on aura ce genre d'implémentation ici. Et voilà. Alors, j'ai l'impression qu'on peut reconstituer des choses qui ressemblent beaucoup à de la souffrance. De la même manière, j'ai parlé ici de la conscience. On peut faire un petit détour sur la conscience, sur la sentience et sur être capable d'avoir de ressentir finalement de la souffrance. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est compliqué. Et je pense que c'est compliqué, mais c'est un peu compliqué de la même manière qu'est compliqué la conscience. C'est-à-dire que aujourd'hui, les meilleures théories de la souffrance, c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, alors c'est là. On a des listes, comme ça, des listes énormes de propriétés qui font qu'on considère qu'un céphalopode est conscient ou pas, qu'un chat est conscient ou pas, qu'un insecte est conscient ou pas, qu'un poisson est conscient ou pas. On regarde chacun de ces trucs, et on regarde, voilà. Donc là, est-ce que la propriété 6, est-ce qu'on enlève la main d'un stimuli qui peut faire du dommage corporel? Est-ce qu'on a finalement un réflexe, voilà. Et ben, on regarde si ça c'est checké ou pas. Et voilà, on fait ça pour tous les insectes, on regarde, ok, l'insecte il check 1, 2, 3, mais pas 5, 6, 7, et voilà, on a des listes comme ça. Et à la fin on juge, ok, ben, ici on a 4 sur 5, enfin 4 sur 17, sur les chiens par contre on a 16 sur 17, c'est très fort, etc. Mais ce qui se passe du coup, pour la souffrance, je pense que fondamentalement, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce genre de trucs-là, quoi. C'est pour ça que la science s'est arrêtée sur ça. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de meilleure méthodologie. Et qu'est-ce qui fait qu'on pense que la souffrance, ça fait mal? Compliqué. Trop compliqué. Du coup, de la même manière que pour la conscience, on va faire le métaproblème de la souffrance. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que la souffrance, ça fait mal? Ce qui fait qu'on pense que la souffrance, ça fait mal, c'est parce que on a des neurones dans le cerveau qui, lorsqu'ils sont activés, lorsqu'il y a ici, on retire la main d'une flamme, et ensuite on dit aïe, parce qu'il y a le neurone de la flamme qui est activé, on a le mouvement réflexe, et ensuite ça va jusqu'à un autre neurone qui dit qu'il faut prononcer le mot aïe. Voilà. Et du coup, là, on a un schéma qui dit aïe, et ensuite on a un autre neurone qui va dire ah, j'ai mal, c'est pas bien la souffrance.
Du coup, finalement, on a un chemin. On part comme ça. On a la main ici. Boum. Ici, on a la fibre de type C. Ça va jusqu'à un neurone. Ensuite, ça active. Ensuite, on a un mouvement réflexe ici, boum, avant même de rentrer dans le cerveau. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ça va activer un autre neurone qui dit aïe. Et ensuite, ça active un autre groupe de neurones qui dit la souffrance égale mal. C'est à peu près l'algorithme qu'il y a dans le cerveau. Sauf que cet algorithme, on peut le changer. Par exemple, il y a des moines qui font beaucoup de méditation et qui sont capables, donc à la place d'avoir ici, genre souffrance égale très froid ou une flamme qui va me brûler ou je sais pas quoi, et ben ils sont capables de totalement changer d'algorithme qui sont dans leur cerveau et de dire ah là je suis dans la neige, j'ai très froid, mais j'ai pas mal. Ils sont capables de totalement décorréler les deux neurones entre le neurone qui dit j'ai froid et le neurone qui dit c'est de la souffrance. Et du coup, ils sont capables de changer à souhait, finalement, avec la méditation, leur algorithme au sein de leur cerveau. Ça demande beaucoup de pratique. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais je suis capable de le faire sur certains petits trucs, disons. Par exemple, il y a des choses qui me font super chier et qui, fut un temps, des bruits très stridents me faisaient mal. Et finalement, juste en réfléchissant beaucoup au truc, je me suis dit, ok, finalement, ce bruit strident, je vois pourquoi il pourrait me faire mal, mais je peux faire le choix de juste réarranger mes neurones pour pas que ça me fasse mal et pour pas que je dise, ah, c'est de la souffrance. Je peux changer l'algorithme comme je veux. Et voilà. Du coup, finalement, la souffrance, le neurone qui dit aïe, truc, souffrance, et souffrance aussi, c'est lié à genre le froid ici. Donc le neurone fait comme ça, le froid, genre les flammes, et genre avoir mal, etc. À tout ça, on a le même schéma que ici, et on peut le changer comme on veut. Et finalement, la raison pour laquelle on pense que être dans la neige ou dans un truc qui est super froid, ça fait mal et c'est de la souffrance et c'est pas bien, c'est principalement parce que dans notre cerveau, ce qui est implémenté, c'est cet algorithme. C'est un algorithme qui est naturel parce que c'est un algorithme qui permet la survie, c'est un algorithme qui permet la préservation de l'espèce, etc. Mais c'est qu'un algorithme et c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. On va chercher midi à 14h. Quand on a expliqué ça, quand on a expliqué tout jusqu'à la personne qui dit aïe, j'ai mal, la souffrance c'est mal, il n'y a pas plus à expliquer. Et ensuite, on pourrait dire ah, mais du coup Charbel, tu n'as pas expliqué pourquoi on pense que la souffrance c'est négatif plutôt que positif. Si, j'ai expliqué, parce qu'en fait, c'est juste parce que dans le cerveau ensuite, les gens qui font des mathématiques, ils se disent, donc là je dépasse du truc, donc je vais plutôt le faire à gauche, mais dans le cerveau des gens qui font des maths et qui ont la notion de positivité et négativité, en fait, ils se disent, ah, du coup, il y a un autre neurone ici qui est activé avec le négatif, il y a un autre neurone ici qui est activé avec le positif, et du coup, pour pouvoir communiquer entre eux, les gens qui ont fait de la morale utilitarisme, ils se disent du coup on va dire que la morale, on va dire que la souffrance c'est négatif, etc. Du coup voilà, le neurone ici négatif va de plus en plus être associé au neurone souffrance et ensuite au neurone flamme, etc. On va voir le chemin qui va se faire juste ici, réactivation, neurone négatif. C'est ça qui se passe. Mais il n'y a pas plus qui se passe. Et pourquoi est-ce que ça fait mal d'avoir de la souffrance? Si on décompose ce que ça veut dire d'avoir mal, ça veut dire essayer d'arrêter d'être dans cette situation. Essayer de faire un mouvement qui fait qu'on sort de la situation.
essayer de dire aïe et de faire un message aux autres personnes dans l'espèce pour que ces personnes nous secourent ou genre, viennent prendre soin de nous, etc. Alors, en fait, on peut décomposer la souffrance en plein de sous-dimensions. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'une fois qu'on a fait ce découpage en plein de sous-dimensions, on a à peu près tout expliqué. Et on pourrait, si on voulait, se passer du mot souffrance, de la même manière que là, je suis quasiment en train de dire qu'on pourrait presque se passer de la notion de conscience. Mais quand même, c'est une notion qui est assez... Genre, j'ai l'impression que la notion de souffrance, si on regarde les différents clusters, c'est un cluster qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus bien mieux découpé. Du coup, genre, ça n'a même pas l'air trop dégueulasse de dire, ok, tout ce cluster-là, c'est cluster souffrance. Alors, je trouve que c'est un bon cluster de dire que tout ça, c'est souffrance. Par contre, pour la conscience, vraiment, c'est beaucoup plus le bordel. Et du coup, ouais, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Bon. Compliqué, hein. Je sais pas si... Mais je m'étais fait à peu près la même réflexion en disant que si en gros on peut dire que on utilise souffrance pour décrire un phénomène, c'est... En fait, si on a un concept qui est pertinent pour expliquer un phénomène et pour prédire des choses, par exemple la souffrance, si on me dit que si quelqu'un souffre quand il met la main sur quelque chose, une prédiction c'est il va le retirer. Et de même manière que si on prédit plein de choses parce qu'on dit que les électrons existent, et on peut dire que la souffrance existe de la même façon. C'est-à-dire que si un concept est pertinent, et si on est réaliste scientifique, on peut dire que ce concept existe. Quoi. Et du coup, si on arrive à trouver... Parce qu'en fait, le problème, j'ai l'impression que la conscience, je ne suis pas convaincu que ça amène quelque chose de pertinent, et que ce soit un concept pertinent. Mais la souffrance un peu plus, par exemple la souffrance, il va faire des prédictions sur, on dit, oui, là il souffre s'il fait ça, alors on peut prédire des choses, ce qui est moins clair pour moi avec la conscience. Mais dans ce cas-là, montrer que la conscience est un concept pertinent, dans le sens où il amène des prédictions, ça pourrait dire que la conscience existe. Je sais pas si c'est très clair. En gros, j'ai eu cette réflexion en discutant de est-ce que ChatGPT comprend ce qu'il dit? Ouais. Et donc on distinguait une vidéo de Monsieur Phi qui distingue la compréhension dans le sens des capacités. Bon voilà, est-ce qu'il peut faire ça et ça? Et puis la compréhension dans le sens, il a des états mentaux qui montrent qui sont l'état de la compréhension. Et donc la partie capacité, ça peut se tester, il peut tester est-ce qu'il comprend l'espagnol. On lui donne un texte en espagnol et il répond. La partie état mentaux, c'est plus dur, c'est pas vraiment testable. Et donc là, l'idée c'était de dire, en fait, le concept de. On va expliquer sa réponse au texte d'espagnol en disant qu'il comprend. Et donc dans ce cas-là, on dit que si le concept de compréhension est pertinent pour prédire ce qu'il fait, c'est logique de dire qu'il comprend même au sens des états mentaux. C'est une explication raisonnable. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, vraiment, voilà, le mot comprendre, c'est aussi un mot qui est très flou. Et du coup, il vaut mieux le substituer par des tests concrets. Et quand on a énuméré tous les tests concrets qu'on pourrait imaginer qui sont nécessaires pour la compréhension et qui passent, juste, il faut dire, c'est bon, ça comprend. De la même manière qu'un être humain, pour savoir s'il comprend ou pas ce qu'on est en train de faire, en fait, on le teste, on lui donne un examen de mathématiques, il y arrive ou il n'y arrive pas. S'il y arrive, on dit, il comprend les mathématiques, s'il n'y arrive pas, il ne comprend pas, et ok. Il ne se pose pas trop de questions sur les représentations neuronales des êtres humains. Et je pense que c'est ce genre de choses-là qu'il faut faire avec les intelligences artificielles. De la même manière, les intelligences artificielles, on dit, est-ce que c'est intelligent ou pas intelligent? Mais en fait, je pense que le mot intelligence, c'est aussi un fourre-tout. C'est un gros fourre-tout et il vaut mieux s'en débarrasser et le substituer par une énumération des différentes capacités qui font l'intelligence
par exemple la métacognition, par exemple la capacité de parler des langues, par exemple la capacité de faire je sais pas, de faire des mathématiques, de faire de la traduction entre l'anglais et l'espagnol. Ouais, c'est plein de choses qui sont chouettes pour plein de sous-dimensions intéressantes de l'intelligence. Et plutôt que de dire ah c'est intelligent ou c'est pas intelligent, je pense qu'il faut mieux tester chacune des capacités. Et ça permet d'être beaucoup plus rigoureux, et d'être beaucoup plus fin aussi. Parce que du coup, c'est pas juste un vecteur qui dit ah c'est très intelligent ou pas intelligent. Non, c'est plus plein de sous-dimensions qu'il faut évaluer comme ça, et on est très précis sur chacune des évaluations. Et voilà. Il n'y a pas plus que ça. Et voilà. Donc on a finalement le même problème, qui je pense c'est vraiment un problème qui est super relou dans l'entièreté de l'intelligence artificielle et dans l'entièreté du truc de la conscience, c'est que voilà, on a des termes qui sont super mal définis, et on ne voit pas que finalement ce sont des clusters qui vont dépendre d'un individu à un autre. Ensuite, quand il va y avoir des débats ou des interviews, les gens vont se chamailler parce que voilà, on ne parle pas de la même chose. Parce qu'en fait, vraiment intrinsèquement, dans les cerveaux de ces différentes personnes qui parlent, c'est pas du tout la même ontologie, c'est pas du tout le même algorithme qui est implémenté dans chacun de leurs cerveaux. Et du coup, ces personnes ne se comprennent pas, mais ouais. Du coup, quand il y a par exemple des gens qui disent ah les IA ne comprennent pas, et des gens qui disent ah mais si, ça comprend parfaitement ce que je dis, c'est parce qu'ils n'ont pas le même algorithme dans le cerveau. Quand les gens disent ah l'IA elle est intelligente, et une autre IA et une autre personne dit les IA ne sont pas intelligentes, par exemple c'est moins intelligent que mon chat, sans citer des gens qui disent ce genre là, bah voilà, je pense que ces personnes-là n'ont pas compris finalement que on a des concepts qui sont, on a plein de capacités, plein de points différents, on peut les nommer comme on veut, et finalement se chamailler sur de la terminologie comme ça, c'est pas pertinent. Ceci, on arrivait à faire en sorte que dans la science aujourd'hui, le mot conscience, intelligence, compréhension, souffrance, sentience, etc., on voyait ces choses-là de cette manière-là, j'ai l'impression qu'on ferait un joli pas en avant. Je vais y aller, merci beaucoup pour la conférence. Et à bientôt. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on est à peu près bon, hein, ça fait à peu près 1h30. Donc on est bon. Est-ce que vous voulez un dernier élément? Merci beaucoup. Et alors peut-être avant de finir, ouais. Je dis quand même qu'aujourd'hui on est le 1er avril et que tout ce que je viens de dire, j'en suis pas tout à fait sûr. Et qu'il reste encore une part de moi qui... Ah, quand même, David Chalmers, peut-être il avait un peu raison. Et je suis pas encore entièrement convaincu par tout ce que je viens de dire. Et je vais vous laisser sur ça. Très bien. Mais du coup, pardon, juste si je reviens à l'histoire de David Chalmers, mais peut-être pas sur la partie de métacognition, mais sur... En fait, il y a un point, je n'ai pas encore jamais essayé de creuser, mais qui est toujours là, et peut-être si tu as une réponse, ça me va très bien. C'est que ce qu'il dit sur l'histoire de zombie philosophique, c'est que c'est un argument ontologique. Et un argument ontologique, en quoi ça porte du poids si on peut imaginer l'existence de quelque chose. Ouais, on peut imaginer l'existence de ce truc, et du coup, probablement que... genre, étant donné que cette chose-là n'est pas impossible à réfléchir, eh bien, ça veure dire que ça pousse un peu plus la théorie de ah oui, il y a des états mentaux et un hard plane of consciousness et compliqué à expliquer. En fait c'est ce passage-là on peut imaginer son existence, donc ça rend, c'est comme si ça rend l'existence. J'ai du mal à refaire l'argument du zombie philosophique, mais je pense qu'il a été très bien fait par Monsieur Phi. Sur sa chaîne, je me souviens plus très bien exactement de quelle est la chaîne de raisonnement qui est faite, mais elle a été faite. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Super. Bon, c'est bon. Alors j'espère que ça filme encore. Mais... Là, c'est pas mal.
Tu vas mettre sur Je YouTube. pense que c'est bien de le mettre sur YouTube. Carrément, ouais. Ouais. Pourquoi pas, hein? Ouais, carrément. Et c'est possible d'avoir tes slides ou tu penses pas là-dessus?